Et maintenant, quant à justifier le pourquoi du comment, j'ai toujours beaucoup de mal et je crois que... Dans le paysage culturel français, il y a les voix qui parlent et celles qui se taisent. Mais il n'existe qu'un seul silence. Un silence si puissant, si habilement construit, qu'il est devenu un empire. Depuis 4 décennies, elle est l'icône absolue. La rousseur flamboyante, la voix qui brise le cristal, les spectacles dignes des plus grandes arènes du monde. Mylène Farmer. Pourtant, qui est-elle vraiment? Derrière le mythe, il y a une femme, Mylène Gauthier. Une femme qui, très tôt, a compris que le silence serait son arme, son bouclier et peut-être sa prison. Elle est apparue dans la France des années 80, une époque de cynisme et de désenchantement. Elle n'a pas seulement chanté cette mélancolie, elle l'a incarnée. Le public a vu en elle une déesse, une icône de la transgression. Mais derrière la gloire éclatante, les blessures intérieures se creusaient. Son silence n'est pas une absence, c'est un coffre-fort, un sanctuaire où sont gardés les secrets fondateurs de son personnage. Aujourd'hui, son mythe semble imprenable. Mais quel est le prix de cette forteresse? Qu'a-t-elle dû sacrifier pour ne jamais être percée à jour? L'histoire de Mylène Farmer n'est pas celle d'une confession tardive, c'est celle d'une vie passée à contrôler son écho. Mais ce soir, nous allons écouter ce que cachent les silences. Nous allons explorer les 3 grands secrets sur lesquels ce mythe s'est bâti. Le premier secret, celui d'une enfance au Québec, une blessure originelle qui a défini sa quête artistique. Le deuxième secret, le pacte scellé avec son Pygmalion, Laurent Boutonnat. Une collaboration fusionnelle, une loyauté qui interroge. Est-ce un génie partagé ou une cage dorée? Et le troisième secret, la solitude de l'icône. Le prix à payer pour vivre caché afin que la légende, elle, puisse vivre en pleine lumière. Comment une icône peut-elle être à la fois si présente et si parfaitement invisible? Sommes-nous prêts à comprendre non pas ce qu'elle a dit, mais tout ce qu'elle a choisi de taire? Pour comprendre le mythe, il faut revenir au milieu des années 80. La France vit sous le néon. Une époque de transition entre l'insouciance des 30 glorieuses et l'anxiété du nouveau siècle. C'est dans ce climat qu'une jeune femme, Mylène Gauthier, va disparaître pour laisser naître l'icône. Le premier choc arrive en 1984. Le titre est une provocation. Maman a tort. C'est une comptine perverse, une déclaration d'indépendance étrange. La France découvre une voix frêle, presque enfantine, qui chante des thèmes d'une maturité troublante. Mais la voix ne fait pas tout. Le premier secret de Mylène Farmer, c'est que son ascension n'est pas seulement musicale, elle est visuelle. Elle rencontre l'homme qui détiendra la clé de son image. Le deuxième secret, Laurent Boutonnat. Ensemble, ils ne vont pas faire des chansons, ils vont créer un univers. Le tournant a lieu en 1986. C'est un véritable court-métrage. Libertine. Pendant plus de 10 minutes, la France est choquée, fascinée. Mylène y apparaît rousse, aristocrate et duelliste. Elle y expose la nudité, le sang et une sexualité ambiguë. C'est une révolution esthétique. Boutonnat filme, Farmer incarne. Le pacte est scellé. Elle devient l'héroïne d'un romantisme noir que personne n'attendait. Le public est divisé, mais il est captivé. La machine s'emballe. En 1988, pourvu qu'elle soit douce, pulvérise tous les records. Le clip est une fresque épique de 18 minutes. C'est du jamais vu. Mylène Farmer n'est plus une chanteuse. Elle est un événement. Elle devient l'idole d'une jeunesse qui ne se reconnaît pas dans les idoles positives. Elle parle de mort, de religion, de désir interdit. Elle est l'ange et le démon. Le public construit autour d'elle une image idéalisée, celle de la sainte, de la martyre, des plateaux télévisés. Chaque apparition est un baume pour une génération qui commence à douter. Ils ne l'aiment pas,
Il la vénère. Puis vient 1991. L'apogée. Le titre est un hymne, Désenchanté. La chanson sort dans un climat de morosité sociale, juste après la première guerre du Golfe. Le timing est parfait. La France est désenchantée. Mylène Farmer lui donne sa bande-son. Le clip, tourné dans une usine abandonnée, montre une révolte d'enfants. C'est un symbole puissant. L'album « L'autre » se vend à des millions d'exemplaires. Mylène Farmer est désormais l'artiste francophone la mieux payée. Mais derrière les disques de diamant, l'artiste sent déjà le poids du mythe. La joie initiale de la création se teinte d'une pression immense. Elle n'est pas seulement une vedette, elle est le symbole de la génération désenchantée. Chaque note, chaque rôle, chaque clip doit être un chef-d'œuvre. Elle ne peut plus être Mylène Gauthier, elle doit être la Farmer. Et les premiers frissons de doute s'installent, non pas sur son succès, mais sur sa liberté. Tandis que la France vénérait l'idole, elle, commençait à suffoquer. La gloire de Mylène Farmer n'est pas un accident, c'est une construction méticuleuse. Mais chaque pierre de cet édifice cache une fêlure intime. C'est la face sombre, non pas de l'échec, mais du triomphe absolu. Le premier secret, la première blessure, remonte bien avant les projecteurs. Il faut revenir à Mylène Gauthier. L'enfant naît au Québec en 1961. Elle y passe ses premières années avant le retour brutal de la famille en France, près de Paris. Pour la jeune Mylène, c'est un exil. Elle a décrit plus tard ce sentiment d'être un accident, une pièce rapportée. Elle se tait, elle observe, elle se sent autre. Cette mélancolie, ce sentiment d'être désenchantée, n'est pas une posture artistique. C'est le souvenir glacial de son enfance. L'industrie ne l'a pas exploité. C'est elle qui a utilisé l'industrie pour exorciser ses propres démons. Puis vient le deuxième secret. Le plus gardé. Le pacte avec Laurent Boutonnat. Ce n'est pas un contrat inéquitable, c'est une fusion. Un Pygmalion moderne, où il est difficile de savoir qui est le créateur et qui est la créature. Tandis que le public voyait Mylène sourire sur scène, les coulisses révélaient un contrôle absolu. Pour protéger leur univers, ils ont créé une bulle, une forteresse. Le prix de cette forteresse, c'est la perte de l'autonomie normale. Pas de vie publique, pas d'amis dans le métier, pas d'interview sans contrôle. Leur relation devient l'unique réalité. Elle lui donne son talent brut. Il lui donne l'immortalité visuelle. C'est un échange, mais un échange qui l'isole du reste du monde. Elle n'est pas exploitée par un manager. Elle est co-architecte de sa propre cage dorée. Elle n'est protégée ni par l'industrie, ni par une famille traditionnelle. Elle n'est protégée que par le silence et par l'ombre de Boutonnat. Mais ce silence stratégique va bientôt devenir une nécessité vitale. Un drame va transformer la mystique en tragédie. Nous sommes en décembre 1991. Au sommet de sa gloire, un fan, obsédé par elle, se présente au siège de sa maison de disques, Polydor. Il est armé. Il veut lui parler. Face au refus, il abat le réceptionniste de sang-froid. Pour Mylène Farmer, c'est un effondrement. Le monde extérieur n'est plus seulement curieux. Il est mortel. Le mythe qu'elle a créé a engendré un monstre. Cette tragédie valide sa paranoïa. Elle justifie la fuite. Lorsque le drame de 1991 survient, le mythe se fissure. Mylène Farmer est au sommet absolu de sa carrière. Et c'est à ce moment précis qu'elle est confrontée à la conséquence la plus monstrueuse de sa propre gloire. Le réceptionniste assassiné par un fan n'est pas une simple nouvelle, c'est un miroir brisé. Elle comprend que l'amour qu'on lui porte peut tuer. L'industrie, elle, reste muette. Face à un acte d'une telle violence, le show business ne sait que faire. Le public qui l'adorait hier est sous le choc. Mais Mylène, elle, a déjà disparu. Cette tragédie est le catalyseur de son troisième secret, la fuite.
Elle ne se retire pas, elle s'évapore, elle quitte la France, elle part pour les États-Unis, pour Los Angeles, un lieu où elle n'est personne, un lieu où son silence est anonyme. Pendant près de 4 ans, la France n'aura aucune nouvelle, pas une interview, pas une photo, un silence total. C'est un scandale par l'absence. Imaginez l'artiste la plus puissante du pays, au pic de son influence, abandonnant le trône. Les médias s'interrogent. Est-elle en dépression? A-t-elle arrêté sa carrière? Elle est enfermée, non pas par un contrat, mais par son ancienne image. L'image de la libertine, de la désenchantée, est devenue trop lourde, trop dangereuse. Cet exil n'est pas des vacances, c'est une tentative de survie. Elle doit affronter le désenchantement qu'elle a si brillamment chanté. Elle doit se réinventer ou sombrer. Elle choisit de changer, de tuer l'ancienne Mylène. Elle coupe ses cheveux, elle change de son. Elle troque le romantisme noir de Boutonna contre le soleil et le rock de la Californie. L'album qui naîtra de cet exil en 1995 s'appellera Anamorphosée, un titre parfait, changé de forme pour survivre. Elle n'a pas fui le public, elle a fui le monstre que sa gloire avait créé. Les années passent, les décennies. Mylène Farmer, désormais âgée de plus de 60 ans, reste le sphinx de la chanson française. Le public a vieilli avec elle. Il a espéré, à chaque album, à chaque tournée, que le silence soit enfin rompu, que l'icône, apaisée par l'âge, laisse enfin parler la femme. Mais c'est mal comprendre le mythe Farmer. Le moment de la confrontation n'aura pas lieu. Son moment de vérité n'est pas une interview confession. Il arrive en 2020. Après des années d'absence quasi totale, elle autorise un documentaire. L'ultime création. Le monde pense qu'elle va enfin parler, qu'elle va expliquer l'enfance, le pacte, la fuite. Le public s'attend à une confession. Il aura une leçon de contrôle. C'est un moment de pouvoir absolu. Les caméras la suivent dans les coulisses de sa tournée monumentale de 2019. On la voit, non pas en victime, mais en chef de guerre. Fatiguée, certes, vulnérable, parfois. Mais chaque parcelle de cette vulnérabilité est mise en scène. Elle contrôle ce que le public voit de sa fatigue. C'est là que le troisième secret, la solitude de l'icône, prend tout son sens. Elle ne nomme pas de coupable. Elle ne dénonce pas un système qui l'a broyée. Elle montre le système qu'elle a construit pour ne pas être broyée. Quand elle parle de Laurent Boutonna, ce n'est pas pour dénoncer un Pygmalion abusif. C'est pour confirmer le pacte. Leur relation est filmée comme une évidence artistique, une fusion silencieuse. Le secret de leur duo n'est pas révélé. Il est renforcé. Il n'y a pas de pardon à donner, car il n'y a pas d'accusation. Le silence n'était pas une prison, c'était un choix. Mylène Farmer ne brise pas le silence, elle le met en scène. Elle utilise sa propre image de l'icône recluse pour un dernier tour de piste. Elle tient le carnet de sa vie dans la main, mais elle n'y lit aucun nom. Elle le garde fermé. Sa plus grande révélation est qu'il n'y aura pas de révélation. Elle a repris le contrôle de sa propre histoire, non pas en la racontant, mais en prouvant qu'elle est la seule à pouvoir décider de ne pas la raconter. La blessure n'est pas guérie en public, elle est protégée. L'histoire de Mylène Farmer n'est pas seulement l'histoire d'une carrière, c'est un rappel puissant. Derrière chaque icône se cache un être humain, et derrière chaque mythe, il y a un sacrifice. Elle nous interroge sur notre propre fascination pour le silence. Avions-nous besoin qu'elle parle? Ou avions-nous besoin qu'elle reste un mystère? L'industrie du divertissement ne vend pas des chansons, elle vend des histoires. Celle de Mylène Farmer est l'une des plus complexes. Elle n'a pas été un produit, elle en a été son propre architecte. Mais que se passe-t-il lorsque l'architecte vit lui-même enfermé dans l'œuvre? L'histoire de Mylène Farmer représente tant d'autres artistes. Ceux qui, pour survivre à la lumière, ont dû organiser leur propre ombre. Elle nous force à poser la question. Sommes-nous prêts à écouter le silence autant que nous écoutons les aveux? Et si l'industrie, et si nous, le public, avions traité ces artistes comme des humains,
avant qu'ils ne soient à forcer de devenir des icônes. Aujourd'hui, nous n'écoutons pas une confession, nous écoutons une leçon de pouvoir. Le pouvoir de posséder son histoire en refusant de la livrer. Mylène Farmer a choisi de rester l'auteur de son propre mystère. Dans l'une de ses rares confidences, elle a murmuré cette phrase, qui résonne comme un testament. Elle a dit « Se taire, ce n'est pas ne rien dire ».